Je vais revenir à l'origine de Métropolis, ça a été dit ce matin, a commencé à Venise avec le pavillon français sur la question du vide. Hein, cette idée que Dominique Perrault a mis en débat sur la scène internationale sur la question du vide dans la métropole. Il se trouve que dans le même temps, et ça c'est quand même assez important, il ne s'était pas concerté, Winnie Maas, lui pour le pavillon néerlandais, précisément parlait de la même chose, mais pas de la même manière. Et il le posait peut-être d'une manière moins géographique, mais plus éthique, en disant, mais est-ce qu'on a le droit de continuer à laisser ces bâtiments vides ? Alors c'est assez extraordinaire. Je voulais vous demander si, tous les deux, par rapport à cette interrogation sur un patrimoine à la fois construit et ici, en effet, en devenir, eh bien, il y avait... cette coïncidence, comment vous l'expliquez, tous les deux ? On n'a pas discuté ça en avant. Hein. C'était pas un grand plan. Chaque fois, avant Venise, avant le Biennale, de distribuer tous les pavillons sur une direction. Hein. C'était déjà... Donc, il y a beaucoup de choses qui vont ensemble cette année. C'est clair que l'idée de la crise est en Europe, dans l'immobilier, donne un certain vide. Il y a peut-être aussi un certain vide dans le monde intellectuel. Il y a aussi un certain vide dans le monde de critique, parce que il y a un vide dans le débat politique qui est très polaire maintenant. Donc, je crois, oui, mais la vide, c'est aussi donc un trésor à utiliser, parce que c'est aussi donc une base pour une prochaine étape. Donc, c'est sur là sont les liaisons, je crois, entre ces deux pavillons et ce monde que vous avez commencé la dernière année avec ce cycle. Donc, oui. Maintenant, on doit donc travailler avec cette vide. On doit donner donc des mots et des techniques dedans. Et j'espère vraiment qu'après ce cycle, que maintenant vous faites ce livre qui donne à tout le monde ce catalogue pour maintenant pour travailler sur ça. Parce que chaque maire a besoin de ça. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas préméditation, mais c'est comme toujours, il y a des moments où il y a des idées, des sensibilités, des regards qui s'entrecroisent. Le travail sur la vacance, c'est-à-dire le vide intérieur que met en évidence Winnie, et le travail qu'on a fait sur le vide extérieur, pour moi, c'est une approche qui est de plus en plus présente, évidemment, chez les architectes, les paysagistes et les urbanistes, parce que c'est la matière, c'est une matière qui est la nôtre, quoi, mais qui n'était peut-être pas aussi identifiée comme pouvant devenir un matériau. Ça veut dire une matière que l'on va pouvoir travailler, manipuler, transformer, mais aussi, ça veut dire une matière que l'on va pouvoir considérer comme quelque chose qui a sa propre existence. Et cette existence, elle est... On le voit, on le lit, on commence aussi de plus en plus à le percevoir, c'est que cette notion de vide est d'une certaine façon, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, c'est un peu, c'est pas un peu, pour moi c'est le seul espace pour l'avenir de la planète. C'est-à-dire que ce qu'on dit toujours, chacun le dit, je ne sais pas si tu as présenté le film de Paul Virilio ce matin, sur le fait que nous sommes aujourd'hui dans un monde fini. C'est-à-dire que si on voulait faire un photomaton de tous les hommes de la Terre, on est capable de le faire. On est capable d'avoir l'album de toutes les figures de tous les hommes de la planète aujourd'hui. On connaît tout le monde. De la même chose, dans le même ordre, on connaît tous les territoires. Il n'y a pas un territoire qui nous soit aujourd'hui inconnu. Et donc ça c'est une relation au monde qui est
tout à fait nouvelle pour l'humanité. C'est quelque chose. Alors Virio dit la planète est devenue petite. Elle est petite dans la mesure où elle est finie. Et cette perception, elle nous oblige en fait à faire un travail, moi, que je trouve absolument formidable, de transfiguration d'une certaine façon, qui nous oblige à parler de quelque chose qui est plus intérieur et qui est aussi plus, comment dirais-je, constitutif d'espace de liberté pour se développer, pour vivre ensemble, pour trouver justement des lieux pour les 5 milliards, les 7 milliards, les 9 milliards, je ne sais plus très bien où on en est, mais enfin toutes les secondes ça change. Donc il y a là quelque chose qui est, je dirais, vital pour l'humanité. Le vide est vital pour l'humanité. Donc aussi bien du point de vue intellectuel que du point de vue écologique, que du point de vue de la perception, que du point de vue du social, de l'économique, etc. Enfin, je veux dire, c'est devenu une valeur qui est incontournable, voilà, qui fonde la nouvelle pensée de l'humanité. Alors, ce qui semble quand Alors même... que Dieu fondait le plein précédemment. Bon, ça c'est encore un autre débat. Justement, ce qui semble quand même vous opposer, c'est que Winnie défend l'idée qu'aussi il y a des villes qu'il faut laisser vides et que précisément il faut réintensifier les villes. Son projet pour le Grand Paris était comme ça, assez, j'allais dire, il poussait loin, très loin même le curseur sur haussmaniser Haussmann. Hein, je me souviens de la formule de l'hyper-densification. Tandis que toi, tu ne t'interdis pas d'aller justement prendre, voire coloniser quelques vides dans cette métropole. Oui, enfin, le résultat de Venise, bon, c'est un résultat qui est approximatif, mais même si on s'est trompé, peu importe, l'ordre de grandeur est tellement, comment dirais-je, significatif qu'on n'est pas à quelques pourcents près. Globalement, sur le territoire français, on a 95% de vide, 5% de plein. Si on prend le Grand Paris, on a 14% de plein, on a donc le reste en vide. On s'est trompé, par exemple, de 10%. Bon, ben, on aura 25% de plein, peut-être, mais on aura 75% de vide. Donc ça fait apparaître comment dirais-je, un phénomène, qui est un phénomène dans lequel, je veux dire, il y a un investissement majeur, quoi, et global. Donc après, la question, c'est effectivement, on l'utilise pas. Mais le fait de le reconnaître, le fait d'en avoir la conscience, c'est aussi une position politique, parce qu'ensuite, on ne peut pas être innocent si on le consomme. Ou tout au moins, il faut rendre des comptes par rapport à la consommation du vide, dans la mesure où il a été reconnu comme étant un bien collectif, quoi. D'ailleurs, les architectes du Grand Paris ont fait un inventaire des espaces mutables. Hein, c'est espaces mutables, hein, justement, quand espaces sous-entendus libres et qui peuvent être reconquis, redéveloppés. Alors justement, Jean-François Chevrier est historien, critique, mais aussi, on pourrait dire, c'est un grand... j'allais dire dialoguiste, au sens où il a de longues conversations, et depuis très longtemps, avec Rem Koolhaas et plus récemment avec Herzog et de Meuron. Alors on a beaucoup parlé de leurs bâtiments depuis ce matin, justement ces bâtiments s'y connaissent comme la Tate moderne étant peut-être l'une des icônes les plus importantes. Est-ce que justement cette idée de l'espace mutable, c'est quelque chose qui vous parle? Oui. Pas plus que ça. Non, mais peut-être pour dire des choses un peu basiques, on parle du vide. Bon, je suis tout à fait d'accord, le vide, c'est vital. C'est vital comme l'eau. Et alors, d'ailleurs, dans les villes, il y a un rapport entre le vide et l'eau. Et la grande différence, c'est que l'eau, c'est du continu. Et que le vide, c'est pour la mobilité. Les corps existent, la différence existe parce qu'il y a du vide, hein, sinon tout est collé. Donc le vide, c'est ce qui fait qu'il y a de la différence. Et c'est du discontinu. Et je crois qu'on parle beaucoup de vide et de plein, mais on devrait aussi parler de continu et de discontinu. On en parle beaucoup moins. Et il me semble que la question de l'intervention sur de l'existant, c'est comment produire... Si on prend par exemple un monument, hein, pour Jacques Herzog, on l'a entendu, une référence, c'est la notion de monument transhistorique
chez Aldo Rossi. Hein. Ils ont étudié... La permanence. C'est ça. La permanence d'un bâtiment dont les fonctions changent. Tient à sa potentialité. Voilà, et les fonctions changent. Le bâtiment garde une valeur urbaine qui est transhistorique. Bon. Ça, pour eux, ça a été fondamental. Et c'est dans cet esprit qu'ils conçoivent la notion de monument. Mais un monument, c'est quoi? C'est une drôle de chose. C'est absolument discontinu, hein, c'est discret, ça a une présence parfois physique importante, mais c'est discret, mais ça crée du continu sur le plan symbolique. Notamment sur le plan symbolique, et notamment de la continuité historique. C'est pour ça que c'est là-dessus qu'insiste Aldo Rossi, sur une dimension urbaine et historique. Il dit ça fait de la continuité historique dans la ville. Donc intervenir sur de l'existant, quand l'existant c'est du monument, parce qu'eux au fond, ils interviennent toujours. Enfin, la notion de monument, je crois, est extrêmement importante pour des gens comme eux et pour d'autres. Ils interviennent sur un monument, ou même ils le produisent, ce monument, s'il n'existe pas. D'une certaine façon, la Keïcha, c'est ça, ils produisent un monument là où il n'y en avait pas. C'était une banale centrale électrique de quartier, hein, je rappelle. Voilà, c'était pas un monument. Voilà. C'était une chose... la tête, c'est autre chose. On peut dire que c'était une espèce de monument industriel. Une cathédrale de l'industrie. Voilà, une cathédrale de l'industrie, etc. Mais à Madrid, non, ils le créent, ce monument. Parce qu'ils en ont besoin pour, justement, produire une nouvelle continuité à partir de cette donnée discontinue qu'est le monument. Hein. Donc c'est pour ça, continuité, discontinuité, ça me paraît extrêmement important. Mais je vais peut-être... je sens que Dominique voulait intervenir sur ce continuité. Oui, moi je dirais bien un mot, parce que, sur la question de monument, pour moi, le monument, c'est quand même un dispositif, par définition, séparatif. Quoi. Je veux dire, le monument, il installe le pouvoir et il installe sa présence dans une relation de pouvoir par rapport à la ville. Moi, c'est ce que je pense. Ensuite, ce qui est intéressant dans toute la transformation, et ça, beaucoup, et surtout Winnie le montre avec beaucoup d'intelligence et de brio, c'est la disparition de la typologie. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire réhabiliter, c'est faire disparaître cette espèce de relation ancestrale, classique, mais quand même assez autoritaire, d'une ville typomorphologique. Et quand Rossi dit ça, c'est quand même clairement typomorpho, c'est quand même assez stalinien, pour dire les choses assez clairement. Bon. Donc, attends. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est fantastique. C'est-à-dire que tout ce travail, toutes ces ouvertures, moi je suis désolé, la Keïcha, pour moi, c'est pas un monument. C'est une autre relation de la physicalité de l'architecture avec la ville. Le fait qu'on puisse passer dessous, le fait qu'on ait une espèce de sentiment physique du poids de l'architecture, de cette possibilité de s'en libérer, de passer d'un espace parfaitement justement monumental qui est le Prado, jusque dans la ville derrière qui est beaucoup plus populaire. Enfin, je veux dire, jamais le monument fait ça. Jamais. Enfin, tout au moins... Aujourd'hui, on le travaille pour qu'il le fasse de plus en plus. Mais ce qu'il y a de formidable pour moi dans tout ce travail de transformation, et c'est pas de la réhabilitation, c'est la mise en place ou l'expérimentation de typologie, de morphologie nouvelle et l'explosion ou l'implosion, peu importe, de la typologie classique. Mais il existe des bâtiments qui monumentalisent cet aspect que tu dis maintenant. Donc, le Keïcha, par exemple, monumentalise la proximité des bâtiments, etc. Donc, ça donne je crois que c'est important pour l'architecture qu'ils sont des bâtiments qui sont exemplaires, qui augmentent en direction, et dans ce moment-là, ils sont pour beaucoup des hommes, ils sont exemplaires et reconnaissables. Et ça donne donc un certain leadership pour ce type de bâtiment. Ça, c'est monumental, selon moi. Donc ça, c'est iconographique. Et ça, c'est une bonne définition pour le mot icône. Parce que ça, donc, ce n'est pas un objet
dans le sens de Calatrava, parce que ça fait un objet de la vide dans ce cas-là. Et donc pour ça, c'est un monument de cette vide. Donc il y a une certaine covision sur ce mot monument. Pour moi, c'est ça. Je crois qu'il est un peu, comment dire, restrictif de lier autant le monument avec le pouvoir. Si le monument est un processus et non pas un symbole imposé, à ce moment-là, les choses peuvent être vues très différemment. Et c'est bien dans le sens d'un processus, c'est-à-dire d'une monumentalisation, c'est bien ce que vous dites, hein, vous ne dites pas monument, vous dites monumentalisation, qu'il faut aujourd'hui l'envisager. Et à mon sens, nous n'avons aucun intérêt à oublier la notion de monument pour les raisons que j'ai dites, fondamentalement, c'est-à-dire l'articulation du continu et du discontinu, ce qui est tout à fait autre chose que vide et plein. Et c'est pourquoi cette notion de monument qui a... alors, quant à Aldo Rossi, il ne faut pas lui faire le mauvais procès de sa fixation sur l'architecture stalinienne, parce que quand il parle de l'exemple qu'il donne d'un monument transhistorique, c'est tout à fait autre chose. Hein. Bon, c'est le palais de la raison, hein, à Padoue, c'est pas du tout stalinien. Bon. Alors, et c'est très italien, quoi. Alors après, qu'il y ait chez Aldo Rossi toute une fixation sur le thème de la mort, tout ça, c'est encore autre chose, on ne va pas rentrer là-dedans. Hein, mais tous les monuments ne sont pas des monuments aux morts. Enfin, bon, heureusement, un monument peut être un monument à la vie, par exemple. Bon. En tout cas, chose certaine, on doit arriver aujourd'hui à dégager la notion de monument de la période postmoderne, de cette idée d'un retour du monument ou du monumental dans la période postmoderne. C'est passé, ça, on n'en est plus là, on est en 2011. Je crois qu'on peut quand même avancer. Et c'est, je crois, dans ce sens-là qu'un certain nombre d'architectes, comme Herzog et de Meuron, mais ils ne sont absolument pas exceptionnels, retravaillent sur cette notion. Alors Pierre-Antoine Gattier est architecte des monuments historiques, donc il a sûrement un regard un peu différent. Non, mais je suis assez inquiet de voir comment Dominique est totalement stressé par la notion de monument. Alors, détends-toi. Peut-être est-ce un problème de vocabulaire. Je rappelle qu'il en a réalisé 2 ou 3, dont il nous a montré tout à l'heure un à Luxembourg qui est assez extraordinaire. Est-ce un problème de vocabulaire? Est-ce un problème, comme tu le disais, peut-être d'écriture architecturale? Je l'ignore. En fait, on a évoqué la question du vide dans la ville. Le vide qui me préoccupe, c'est celui, en fait, et en écoutant ce que disait Renzo Piano, en fait, c'est l'absence d'attention à certaines histoires architecturales. Donc, je ne suis pas à la quête du monument, je suis à la quête, en fait, qu'une attention, une reconnaissance soit donnée à des histoires. Et ce que je reconnais au monument, en fait, c'est qu'il renvoie à nos histoires collectives. Et de faire en sorte que la nouvelle ville que nous construisons, elle préserve la place de ces histoires anciennes, de ces objets, qu'ils soient monuments ou qu'ils ne soient pas. Pourquoi est-ce qu'il y a du vide? Parce que quand tu évoques le monument, petite fixette stressée sur quelques objets spectaculaires. Mais finalement, moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'inquiète, c'est les vides. Pourquoi est-ce que la strate des années 60-70 ne trouve pas sa place comme espace de mémoire? Pourquoi est-ce que les objets des années 50 disparaissent encore? Voilà, donc de manière plus globale, tu vois, moi je ne suis plus préoccupé par l'objet monumental. En fait, je suis préoccupé, si tu veux, pour que toutes les strates historiques de la ville soient préservées et participent au redéveloppement de la ville. Ça, certainement, il y a des questions peut-être de vocabulaire, mais en plus, je ne suis pas vraiment stressé. Mais par contre, je suis très engagé. Oui. Je suis très engagé sur cette question-là. C'est-à-dire que
à force de faire un peu mignon, d'utiliser des mots gentils, etc. Je veux dire, la constitution urbaine est une constitution qui n'est pas dans le doux et dans le paisible. Elle est dans l'écriture, elle est dans le marquage, elle est dans le définitif, dans une certaine forme d'immobilité. Bon. Et donc, je ne dis pas que c'est la fin du monde, je ne dis pas que j'en suis malade, voilà, pas du tout. Je dis simplement, mais de l'énoncer, ça permet d'avoir une analyse contextuelle, d'établir une définition de matériaux urbains sur lequel on peut travailler avec respect de ce qui a pu être, et absolument d'accord sur l'espèce de présence d'histoires multiples et d'histoires qui nous constituent. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que cet engagement, qui est un engagement plutôt intellectuel et expérimental sur les questions de typologie, est quelque chose qui justement permet définitivement d'évacuer le postmoderne. Et ça, je trouve que c'est un territoire que des milliers d'architectes sur la Terre aujourd'hui travaillent de façon plus ou moins consciente. C'est-à-dire, c'est l'introduction de la topographie et de la géographie comme étant un des éléments constitutifs comment dirais-je, du contexte du projet à la place de l'histoire, mais sans oublier l'histoire, mais quand même à la place de l'histoire par rapport à ce qu'on a pu, la façon dont nous avons pu apprendre il y a 20 ans ou 30 ans, où il y avait dans l'analyse contextuelle, fondamentalement, une position, et je dirais pas exclusivement historique. Aujourd'hui, on sait que c'est plus vrai, on sait que ça suffit pas. C'est pas que c'est pas vrai, c'est que ça suffit pas. C'est insuffisant pour rendre compte de la complexité urbaine. Et c'est pour ça que l'histoire continue, discontinue et tout ça. Moi, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt un travail qui déplace le champ cartographique, qui était plutôt un champ cartographique en 2D, pour dire les choses, c'est-à-dire typomorpho, et qui rendait compte parfaitement de la ville. Mais c'est sublime. Enfin, je veux dire, c'est d'une intelligence extraordinaire. Mais ce n'est pas le propos. Le propos, c'est que ce n'est plus opératoire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser la ville, arriver à la percevoir, à en rendre compte et finalement à la partager avec les outils, avec la perception qu'on a aujourd'hui. On est obligé de travailler sur d'autres types d'interventions, de représentations, ce qui n'exclut en rien ce qui est passé, mais ce qui nous permet de penser différemment. Voilà, je suis d'accord qu'il y a un risque dans le débat, que de réduire un peu donc, le discours sur le projet du vide, juste au niveau de typologie urbaine classique. Donc, parce que j'aime le projet du vide, parce que ça donne donc une grande perspective pour tout le monde, et ça ouvre de l'espace partout. Pas partout, on doit découvrir maintenant où ça c'est possible ou non. Ça c'est le cas. Mais c'est un projet incroyablement optimiste et ce n'est pas égoïste, c'est complètement altruiste. Et c'est pour ça que j'aime ce projet de grand vide. Où est-ce possible? Oui, c'est aussi possible dans la ville nouvelle. Mais peut-être on a besoin d'une autre monumentalité pour montrer ça. Quand est-ce que je peux donc améliorer Évry? Peut-être j'ai besoin d'une masse de programmes qui entourent Évry, qui montrent ça comme une ville, comme une place, que maintenant. Donc il y a de différentes techniques pour montrer, peut-être dans cet environnement, la possibilité de la vide. Donc je crois que comme architecte, comme urbaniste, on doit vraiment expérimenter partout à quelle manière d'augmenter et de monumentaliser cette vide, donc le terrain vague où on peut peut-être, la prochaine génération peut utiliser. Oui, alors, deux choses. Monumentaliser. Et je dois m'excuser parce que je dois
I have to run dans une minute. Donc, s'il vous plaît, continuez, mais je pars dans. Je vais filer à l'anglaise ensuite. Non, juste deux choses. Monumentaliser la périphérie, c'était le programme de Boigas et toute son équipe qui a été mise en place à Barcelone, là, juste après la mort de Franco. Moi, je me souviens, la première fois que je suis allé à Barcelone, juste après la mort de Franco, je n'avais pas mis les pieds en Espagne tant qu'il n'était pas mort. J'étais absolument stupéfait, quoi. Je veux dire, ça marchait. C'était incroyable. On n'avait pas vu ça en France, par exemple. Et je me souviens d'avoir fait tout le tour de la ville. Il y avait des choses comme ça, on commençait à voir, ça marchait. Et vous avez vu comment ensuite ça a évolué, Barcelone, avec cette espèce de design comme ça, ce pseudo-monumentalisme du design à l'intérieur de la ville. Alors évidemment, moi je ne parle jamais de ça, je ne parle pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est effectivement le travail de monumentalisation, au sens où il peut effectivement s'appliquer même en périphérie à l'espace public, puisque c'était essentiellement l'espace public. Il s'agissait au départ de requalifier de l'espace public. Hein. Soyons clairs, il s'agit. Un monument, c'est pas un grand machin qui s'élève et qui impose le pouvoir. Enfin, c'est une définition très très faible. Bon, ça c'est une première chose. Il s'agit bien de continuer et de discontinuer. Une ville, c'est déchirer, il s'agit de résoudre ces déchirements. Le déchirement, ça peut être une chose formidable, à condition, ça peut être très très intéressant parce que ça crée de l'hétérogénéité. Mais ça crée aussi, essentiellement, de la ségrégation. Je suis désolé, quand tout à l'heure vous dites qu'on connaît les gens dans le monde entier, enfin je rêve. Dans les statistiques, oui, mais dans les faits, la plus grande partie de l'humanité reste totalement invisible. Ce n'est qu'une toute petite partie de l'humanité qui existe. Que le monde soit clos, qu'on connaisse tous les territoires peut-être, mais certainement pas tous les gens. Certainement pas tous les gens. Et il y a des gens très visibles et d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y a ceux, aujourd'hui, qui imposent leurs lois économiques, une infime minorité du monde à une majorité qui est de plus en plus soumise, de plus en plus... Enfin, on voit bien quand même, tous on est en train de vivre, toute la crise économique on est en train de vivre, tout le problème du modèle néolibéral et de ses ravages. Donc, c'est pas possible. Or, il y a véritablement un problème d'un monde certes clos, mais traversé par des différences, des ruptures, des fractionnements qui sont insupportables. Donc on ne travaille pas à en rajouter. Alors que à l'intérieur de zones trop denses, trop serrées, le vide soit une respiration indispensable, c'est évident, c'est ce que je disais, c'est la vie même. Le vide, c'est la respiration. Mais c'est pas à partir de cette conception du vide, si on ne peut pas appliquer cette conception du vide, là, comme ça, je dirais, pneumatique, à une représentation du monde sous prétexte qu'il est clos. On est obligé de se préoccuper tout autant des différences de visibilité, des inégalités, des fractionnements, etc. C'est ça que je veux dire. Donc, encore une fois, j'insiste, le problème de la discontinuité et de la possibilité de produire du continu n'a strictement rien à voir avec la typomorphologie. C'est un problème beaucoup plus politique, beaucoup plus actuel, qui concerne le monde d'aujourd'hui, et ça ne peut pas être rabattu sur des schémas que j'estime comme vous d'ailleurs, parce que la typomorpho comme ça a donné des choses parfois, sur le plan de l'analyse en tout cas, extrêmement séduisant. Mais effectivement, je suis complètement d'accord avec vous, ce n'est pas pertinent. Je change de sujet, non pas pour l'évacuer, mais pour poser une question avant d'ouvrir les questions à la salle. On s'émeut beaucoup aujourd'hui de l'absence de réflexion sur des bâtiments qui ont un avenir possible. Depuis ce matin, on voit des exemples sur cet écran absolument magnifiques, la tour Bois-le-Prêtre, le bâtiment de Calice transformé par Robin Aiguillès à Pantin, qui montre à quel point il y a toujours je dirais même une résilience pour des bâtiments qui ne seraient pas assez aimés, comme dit Jacques Herzog. Donc, est-ce que, par rapport au bâtiment de Jean Tchoumi à Orléans, ou celui de Novartis, là, à Rueil-Malmaison, de Zerfus, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose, même Vasconi, qui est encore dans un avenir très très incertain à Boulogne, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à faire dans une force de proposition et pas uniquement dire il faut sauver? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus à faire là encore? Peut-être dans une nouvelle typologie à trouver. J'ai mon engagement. Et
c'est sans doute celui-là. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai la conviction absolue qu'il est nécessaire, qu'il est obligatoire pour nous, que dans cette grande ville que tu nous proposes, dans laquelle nous nous sentons bien, sache-le, ces objets, et c'est là où je voulais en venir, voilà, c'est ça que j'appelais des monuments, tu veux, que ces monuments-là, voilà, nous devons les aider en fait à perdurer. Et je crois qu'il y a cette réflexion sur le grand territoire que tu nous as toujours proposé, que tu nous as amené à voir, la troisième dimension, le relief, l'hydrographie. Et dans ce grand territoire, il y a ces objets qui sont posés, et je crois qu'il nous revient absolument, en fait, de les aider à avoir une vie dans le temps long. Et ces exemples, Francis, que tu as cités, moi je les trouve extrêmement enthousiasmants. Je pense qu'il y a eu des inventions, et beaucoup d'entre vous, vous avez montré en fait qu'il est possible de réinventer ces lieux, et que ce sont de nouvelles dimensions qui leur sont données, et ils deviennent nos beaux monuments d'aujourd'hui. C'était ça que je voulais appeler monument. Et donc oui, je suis très enthousiaste, il faut continuer, c'est nécessaire, ça oblige à être curieux. Tu disais, alors, je pense avec une certaine justesse, que nous nous connaissions tous. Moi, je l'ai compris de la manière suivante, c'est que peut-être que nous ne nous connaissons pas tous, mais on se connaît beaucoup mieux aujourd'hui que l'on ne s'est jamais connu 100 ans, 200 ans avant. On s'est connus, mais voilà, il faut connaître toutes ces architectures. Il faut donner une place dans la société à tous ces objets architecturaux. Alors, effectivement, je me suis senti interpellé quand tu disais, voilà, tout ça, c'est des mots doux. C'est vrai que la question de la sélection est quelque chose qui demeure non résolu, qui demeure très, très difficile. Voilà, dans cette grande ville, quels sont les objets qu'il faut conserver? C'est vrai que moi j'ai la conviction qu'il faut conserver plus, hein, c'est une nécessité aujourd'hui. Voilà. Point. Juste un mot, pour moi il n'y a pas vraiment, je ne vois pas de contradiction du tout d'ailleurs. Juste pour une précision, moi je parlais d'un photomaton des 7 milliards d'humains sur la planète. Et si on décide de le faire, on le fait, quoi. Voilà, c'est tout, on est capable de le faire. Bon, ce qui est quand même une situation tout à fait inédite dans l'histoire de l'humanité. Ben oui, ça change quand même le rapport à l'autre. Et oui. Oui. Non, mais je suis vraiment stupéfait. Parce que, je sais pas, non, mais c'est cette approche. Mais ça s'appelle Big Brother. Mais non, mais cette approche statistique, moi je veux bien, mais il y a quand même un moment où il faut l'autre approche. C'est pas statistique. Ça n'empêche pas de respecter les différences. Oui, ça n'a rien à voir. C'est simplement qu'un. Bref, passons, on prolongera. Non, juste un mot par rapport à ce que tu disais, parce que ce que disait Francis sur effectivement le patrimoine frais, si on peut moderne. dire. Voilà. Contemporain. Et ça, c'est rayon frais. Non, mais rayon frais, ouais. Donc là, c'est vraiment un sujet qui est difficile. C'est extrêmement difficile parce que ces bâtiments sont des bâtiments qui ont évidemment l'âge de leurs artères. Donc, il faut. Comment peut-on les conserver pas seulement du point de vue de l'architecture, mais du point de vue du confort, des conditions. Donc, ça veut dire qu'il va falloir les toucher, et en les touchant, on va leur faire du mal. Donc, c'est pas facile, c'est délicat vraiment comme sujet. Et puis ensuite, il y a tout un ensemble, je me souviens plus du chiffre de Winnie, mais enfin c'est à peu près les 3/4 du patrimoine qui a été réalisé dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui va être complètement réhabilité. Aussi pour des questions de développement durable, que pour des questions de confort, que pour différentes de vétusté, et puis parce que les bâtiments vieillissent. Voilà. Donc c'est un formidable chantier intellectuel, économique, esthétique, social, et qui est là, qui a commencé d'ailleurs, qui est en route, et dans lequel c'est encore plus délicat d'identifier
cette notion patrimoniale qui fait qu'il y a quand même des bâtiments qui sont plus significatifs, plus exceptionnels, plus référencés. Je ne sais pas quel est le bon adjectif utilisé, mais qui font qu'ils font histoire, ils font trace. Et donc voilà, donc c'est un sujet qui est absolument passionnant et qui est vraiment devant nous et sur lequel les gesticulations sont pas vraiment nécessaires. Alors, nous allons prendre quelques questions dans la salle. J'imagine, voilà, il y a beaucoup de bras qui se lèvent tout de suite. Mireille Gruber. Merci pour cette journée passionnante et qui appelle, je crois, à beaucoup de questions, qui suscite questions et réflexions. Et j'ai envie d'en mettre quelques-unes sur la table. En tout cas, au moins une déjà. Ce que ça m'évoque, c'est vraiment que ce qui ressort de la journée, c'est quelle que soit l'époque de construction des bâtiments, l'importance et l'intelligence qu'on peut avoir de ces bâtiments et la compréhension que les architectes, les maîtres d'ouvrage, on a peu parlé des maîtres d'ouvrage, mais ils sont complètement présents dans ce qui a été dit aujourd'hui, doivent avoir des potentialités que renferment les bâtiments existants, qu'ils datent du Moyen-Âge, du XVIIIe siècle ou des années 50 ou 60, et voire même plus récemment pour le bâtiment de Calix. Et moi, je me réjouis de voir que, sans vouloir être consensuel, de fait, aujourd'hui, pour des nécessités, à cause de nécessités qui nous sont extérieures, qui sont les nouvelles conditions de vie sur la planète et la crise économique, eh bien, on se retrouve quelque part d'accord pour dire qu'il est soudainement essentiel, soudainement, c'est pas arrivé d'un seul coup, mais il est essentiel de mesurer, de comprendre toutes les capacités qui existent à l'intérieur de l'existant, que ce soit un bâtiment industriel. L'école de Chaillot développe un cycle de cours publics sur l'architecture industrielle, patrimoine et réutilisation, qui nous montre de manière très déclinée en plusieurs séances combien il y a de potentialité dans ces architectures pour la réutilisation. Alexandre Chemetov nous a dit que la plus grande liberté, il la trouvait lorsqu'il intervenait dans l'existence. C'est un peu ce qu'a dit Antoinette Robin ce matin. Et ça me paraît vraiment très très important. Je ne sais pas si vous êtes d'accord pour dire que l'ensemble des bâtiments, qu'il s'agisse de bâtiments anciens ou de bâtiments récents, eh bien, il y a cette attitude à avoir par rapport à eux. Quand Renzo Piano dit « pure force des nécessités », j'ai trouvé cette expression absolument formidable, il me semble qu'on accède en ce moment, pour ces raisons diverses, à une pure force de nécessité de prendre en compte les potentialités du bâti existant. Et que ça nous serve de moteur pour la suite, qu'on le dépasse, bien sûr, mais en connaissance de cause. Et c'est ce qui a été fait magnifiquement dans les projets qui ont été montrés. Une dernière remarque sur la monumentalité. Dominique, tout de même, la Cour de justice européenne à Luxembourg n'est-elle pas monumentale ? Voilà, bon. Et je préfère le pouvoir qui se montre plutôt que le pouvoir qui se cache. Le problème avec le pouvoir, simplement, c'est écrit. Autre question. Monsieur. Je reviens sur la notion du vide, chère à Dominique Perrault, et à la référence à Venise, au départ. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'en fin de compte, le bassin de Saint-Marc, c'est le vide fédérateur de Venise ? Beaucoup de gens qui se rendent compte dans cette ville font plus référence, comme cette place gigantesque remplie d'eau, où vous avez San Giorgio, vous avez la Dogana, vous avez le palais ducal qui borde, et considèrent qu'au fond, ce grand vide que l'on ne peut franchir qu'en barque, c'est ça le centre véritablement
vital et fédérateur de Venise. Mais j'en reviens toujours sur votre idée à notre bâtiment dans lequel nous sommes actuellement ici. Est-ce que Jacques Carlu n'a pas commencé à faire l'éloge du vide et la centralité du vide quand vous regardez l'ancien palais de Chaillot par rapport à celui qu'il a proposé dans les années 37, n'est-ce pas? Et ce qui est très intéressant, c'est que Dominique Perrault soit là. Vous avez entre-temps, je crois, ce qui est une icône architecturale fondamentale du XXe siècle et du XXIe pour l'avenir, c'est la Villa Malaparte. C'est-à-dire cet homme qui n'est pas architecte vous dit: mon architecture, c'est le vide, c'est le rêve, on s'envole. On sait bien l'origine, c'est un piédestal, le socle d'une petite église d'une île où il a été relégué. Il retravaille là-dessus et c'est peut-être le bonheur que l'on a. Et quand Dominique Perrault nous a proposé sa grande bibliothèque, est-ce que c'était pas une manière de faire l'éloge du vide et le fait de faire disparaître l'architecture? Est-ce que c'est pas notre problème justement, où autant autrefois nous étions de petits hommes, nous avions à lutter contre les éléments, nous n'étions pas si nombreux que ça, il fallait montrer notre puissance. C'était magnifique de pouvoir avoir une pyramide, avoir le Panthéon, avoir tous ces donnements de force et de puissance. Et puis peut-être que petit à petit, on est tellement, effectivement, vous dites les 7 milliards, on ne se connaît pas, c'est sûr, mais ce qui est fantastique, c'est qu'on nous stream tous les jours qu'on est 7 milliards, qu'on va être 8 milliards, 20 milliards. Moi, je n'ose plus utiliser entièrement mon fauteuil. Je n'en utilise que la moitié en prévision de ce qui va venir. Je suis un peu fort. Voyez-vous. Alors, c'est toute cette histoire, à la fois du vide, qui plonge assez loin, mais il y a une autre histoire tout à fait intéressante. C'est celle de la récupération que vous avez faite dans le centre de justice au Luxembourg. Vous avez un prédécesseur illustre dans cette démarche. C'est notre cher Louis XIV qui a dit: je veux faire le palais le plus extraordinaire, mais vous gardez la petite maison de chasse de papa. Imaginons aujourd'hui un magnifique homme réussissant qui vous dise: écoutez, vous allez me faire ma maison, mais moi j'ai été élevé dans une maison Phoenix, et vous mettrez ma maison Phoenix, monsieur Miss Van der Rohe, à l'intérieur de l'architecture que vous allez faire. Voilà, une ou deux petites réflexions qui me sont venues à l'écoute de votre passionnant débat et passionnante journée. J'en félicite Francis Rambert parce que c'est absolument un bonheur. C'est un travail collectif. Merci de votre intervention. Autre question. Merci, Hamman, architecte. Le colloque s'intitule le colloque international. Le constat que je fais, c'est ici, c'est pour dire qu'il y a une partie du continent qui n'est pas représentée. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud, qu'est-ce qui se passe en Algérie, qu'est-ce qui se passe à Yaoundé au Cameroun. Merci. Alors, je vais répondre. Colloque international, bien sûr, par la nature des intervenants, c'est pas leur nationalité, ni ils ne représenteraient pas un continent. On n'a pas mis ici, on n'est pas une conférence comme Rio ou autre. C'est pas la question. C'était les architectes travaillent sur la planète. Donc voilà, et ils sont. Dominique Perrault travaille à 60%, 70% à l'étranger, je crois. Je parle sous contrôle. Voilà, c'est ça qu'on veut dire par international. Donc l'idée n'est pas une représentation de l'ONU, il y aurait tous les pays. Non, je tiens à vous le dire, on n'a oublié personne. On a voulu centrer beaucoup la question, en plus, sur les questions européennes qui nous semblaient, au regard de la transformation du patrimoine, une question essentielle qui n'est pas forcément posée dans les pays émergents. Donc voilà, on a déjà beaucoup à faire ici. C'est pour ça que cette question a été centrée de telle manière. Les architectes ici ont des références très européennes et Herzog et de Meuron, notamment, travaillent dans le monde entier, exactement comme Dominique Perrault. Voilà. Pour vous répondre, monsieur. Mais on n'oublie strictement personne. Il y aura d'autres débats sur ces questions avec Francis Quéré et d'autres architectes, bien sûr. Pascal Terragol, enseignant. J'ai à l'esprit ce théorème en topologie qui dit que tout ensemble fini est dénombrable. Donc pour les 7 milliards d'individus, je crois que ça pose absolument aucun problème. Par contre, une fois qu'on a dit ça, effectivement, qu'est-ce qu'on en fait? Et alors, ce matin, Yves Lion a évoqué la question du logement social et a également évoqué le passé colonial de notre pays, en fait.
Et peut-être que là, il y a une question qui se pose en termes de gestion de ce patrimoine, qui nous est, nous, posée en tant qu'architectes, et qui renvoie aux politiques, en fait. Et nous avons peut-être une responsabilité sociale vis-à-vis du politique à tenir. Voilà, tout simplement cette remarque. C'est pas une question d'architecture, c'est une question d'histoire. Alors, et ça concerne l'architecture à travers les programmes. Parce que, évidemment, on n'en parle pas, mais là, on parle de forme, on parle de transformation, de fonction. On n'a pas parlé de programme cet après-midi. Bon. En ce qui me concerne, par l'expérience que j'en ai, j'ai remarqué l'importance du programme dans l'architecture et que beaucoup d'architectures échouent, même avec un travail formel extraordinaire, un travail d'intégration urbaine, un sens des ruptures d'échelle, enfin tout, formidable, et ça échoue parce que la relation avec le programme, c'est mal faite. Un contre-exemple, c'est Schipperfield avec le Neues Museum. La réussite est totale parce que l'adéquation est parfaite avec le programme muséographique. Mais une perfection que j'ai personnellement très rarement vue. Et là, on voit que c'est une question de programme. Il y a eu pendant aussi, je ne sais pas, ça a duré 10 ans, il y a eu certainement un réglage très, très précis sur le programme. Alors, la question politique, c'est une question de programme. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas une question de forme, c'est pas une question d'architecture. Il y a un moment où l'architecture, elle doit se mettre au service d'autres choses. Et en l'occurrence, d'une conscience politique, oui, c'était le sens de mes interventions. C'est là qu'on peut bien, encore une fois, énumérer 7 milliards de personnes. La question est de savoir ce qu'on en fait, qui parmi ces 7 milliards de personnes existe, est visible ou ne l'est pas. Il est sûr que l'Afrique est très peu visible. Je suis désolé d'enfoncer des portes grandes ouvertes, mais comme apparemment, c'est pas évident pour tout le monde. Moi, je ne suis pas convaincu du bienfait du programme. Je pense que le programme, c'est un formidable prétexte et médium pour que se développe un lien humain et un lien de projet entre un maître d'ouvrage et un architecte. C'est tout. Parce que si le programme est si important et si bien, bon, mais il suffit de l'exécuter. Et on sait que les choses changent, les regards changent, les clients même changent, les architectes aussi d'ailleurs. Et donc, il y a tout le mouvement du projet, tout le processus du projet qui fait que le programme va être ni plus ni... Enfin, va en fait être, je ne dis pas oublié, mais transgressé, digéré, adapté, sublimé, enrichi. Voilà, donc oui, c'est le même malentendu de oui, terminologie. C'est pas grave. Nous avons des difficultés de terminologie. Parce qu'effectivement, c'est comme pour monument. Je parlais de monumentalisation. Pour moi, le programme, là encore, c'est un processus. C'est pas avant le projet. Il n'y a pas un programme, puis le projet. Pour moi, le programme, c'est dans le projet. Et ce qui est important, c'est que le projet, effectivement, continue à se développer en tant que programme. C'est-à-dire que le programme ne soit pas rejeté, ne soit pas considéré juste comme une étape préliminaire, que ça continue. C'est-à-dire, il n'y a pas... je me souviens que le musée d'Orsay était un des premiers musées en France, je crois, si je me souviens bien, vers 78, où il y avait une programmation comme ça. Et puis ensuite, la programmation, elle a été oubliée. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment ça s'est passé. On a vu le résultat. Excusez-moi de rappeler cet exemple, ce contre-exemple extraordinaire. Il y avait une programmation, c'est sûr. Mais la programmation, ensuite, elle n'a pas été retravaillée, le projet s'est développé, puis ça a donné ce que ça a donné. Donc, le programme, ça ne peut pas être avant le projet, ça doit être tout long. Oui, parce qu'on peut dire aussi que, et Dieu sait que les architectes savent faire ça, Jean Nouvel en tête, la mise en crise du programme. Tu as employé beaucoup de mots, mais j'en rajouterai un, c'est la mise en crise, c'est-à-dire, et qui là peut faire naître justement une autre typologie, une invention d'espace, voire même, est-ce que c'est pas ça la question pour la transformation? On disait ce matin, conserver, c'est transformer. Est-ce que justement là, il n'y a pas à inventer des programmes sur les bâtiments qui sont a priori en péril? Est-ce que c'est pas ça la solution? Est-ce qu'on manque pas d'invention, Jean-François? Moi, je suis très pour la discrimination positive aussi en matière de conservation. C'est-à-dire que tout à l'heure, on nous montrait comme ça, statistiquement, là encore, des milliers de bâtiments comme ça qui sont conservés. L'important, c'est de savoir
quels bâtiments sont conservés, pour quel discours historique. Il est bien évident qu'un bâtiment peut avoir un intérêt architectural moindre, mais un très grand intérêt historique. Et à ce titre-là, il pourra être conservé. Et en réalité, ce grand intérêt historique qu'il a devrait d'ailleurs transformer notre conception de l'histoire de l'architecture. Il n'y a pas de raison de faire une histoire de l'architecture qui soit seulement une histoire justement, alors là pour le coup j'arriverai à une critique du monument. Il ne s'agit pas de faire une histoire de l'architecture qui ne soit qu'une histoire des monuments, des principaux bâtiments, etc. Il est bien évident que la question politique doit entrer dans l'histoire de l'architecture et même la perturber, la déranger. Il faut que les historiens de l'architecture soient dérangés par la question politique. Et donc, effectivement, la question de quel bâtiment on conserve, c'est une question très importante, et je suis personnellement partisan d'une discrimination positive dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on conserve des bâtiments qui ont un intérêt historique, même si leur valeur architecturale n'est pas établie. D'ailleurs, une chose qui m'a plu cet après-midi, c'est que la notion de valeur n'a été employée qu'en termes économiques et pas en termes politiques. Parce que vous avez vu les ravages de la notion de valeur en termes politiques dans le débat actuel pour les élections. Alors, par exemple, on n'a pas parlé de valeur patrimoniale. Ça, je trouve que c'est une grande chose. Parce que justement, la notion de valeur ne doit pas jouer, en l'occurrence. Oui, mais... C'est intérêt historique qui est important. Jean-François, c'est justement au nom de la valeur économique que ces bâtiments-là sont aussi en péril. Si on prend le bâtiment de Rueil-Malmaison, si on prend le bâtiment de Claude Vasconi, qui est pour l'instant protégé, c'est justement parce qu'ils ont été vendus à des investisseurs ou bien appartiennent à des très grands groupes qui ont d'autres stratégies. Voilà, c'est donc ça le sujet. Il faut se souvenir que la Leather House... C'est réaliste de parler de valeur économique, c'est ça que je veux dire. Oui. Il y a une forme de réalisme. Bah oui, il y a une valeur économique. Le foncier, il a une valeur. Il a plus de valeur dans le centre qu'en périphérie, etc. Enfin bon, très bien. Ça, il faut le prendre en compte. Mais ne pas confondre valeur économique et valeur spirituelle ou je ne sais pas quoi. Là, c'est très dangereux. C'est pour ça que la notion de valeur patrimoniale, personnellement, m'a toujours fait très peur, comme le mot valeur en général, d'ailleurs. Hein. Enfin bref, je ne peux pas développer ça ce soir. Mais c'est pourquoi... si on parle de conservation, etc., me paraît infiniment plus intéressant de parler d'intérêt historique. C'est tout à fait autre chose. À Tokyo, par exemple, pour prendre un exemple loin de chez nous, la fameuse tour au métabolisme de Kurokawa, la tour capsule, est en danger. Elle va être démolie là alors qu'évidemment toute la communauté architecturale mondiale se bat pour la conserver. Mais là, la logique économique va faire qu'elle va finir à la casse. Enfin, en tout cas, c'est bien parti pour. Monsieur. Oui. Ah, pardon, Manuel. Oui, bonjour. Alors, je ne suis pas architecte, donc excusez-moi si ma question s'éloigne. Vous avez droit à la parole. S'éloigne un petit peu de vos idées d'architecte. Pour vous recentrer justement sur quelque chose de plus concret et de plus économique, un thème qui a été abordé ce matin, celui du logement. Je comprends toute la richesse du débat sur les monuments, sur la conservation de certains éléments urbanistiques. J'aimerais vous situer face à une situation souvent plus problématique d'un point de vue social et économique. Dans les endroits, par exemple, où se concentre énormément de logements, on a vu ce matin que les possibilités des architectes étaient confrontées souvent aux volontés politiques. En tant qu'architecte, quelles seraient vos armes, d'une part, d'un point de vue architectural, pour faire face à des quartiers de logement entiers où il n'y a pas tellement donc, de vie économique, et quelles seraient vos armes pour créer un projet économique et faire vivre la transformation des logements? Je ne suis pas le seul à pouvoir répondre dans la salle, j'imagine. Moi, je voudrais faire une réponse sur la question de la quantité. Car on a, c'est écrit dans tous les journaux, on a un déficit annuel de logement. Je parle simplement pour ce qu'on appelle
Aujourd'hui, le Grand Paris, à peu près, je crois, 70 000, je ne veux pas dire de bêtises, c'est à peu près ce chiffre-là. On a besoin de 70 000 logements nouveaux par an. 70 000 logements nouveaux, c'est 7 millions de mètres carrés. 7 millions de mètres carrés, c'est plus du double de la Défense, pour vous donner du quartier de la Défense, par an. Donc, il y a différentes stratégies pour répondre évidemment à ce problème que l'on ne règle pas. C'est-à-dire que chaque année, il y a le déficit, évidemment, ne fait que s'agrandir. Donc les difficultés, évidemment, progressent, je dirais, au moins en proportion, peut-être même plus. Donc il y a différentes stratégies. Effectivement, il y a des questions politiques, la façon dont on peut transformer son logement, la façon dont on peut essayer d'imaginer des interventions qui sont hors normes, mais au sens strict du terme, c'est-à-dire que le logement est comme régi par un corset étouffant et très contraignant de normes. Donc il pourrait y avoir des actions, enfin tout au moins des séries d'actions immédiates, plutôt, je dirais, liées à des gestions de proximité, c'est-à-dire comment arriver à développer des situations et des réponses liées à des quartiers avec des gens qui peuvent se regrouper et qui peuvent gérer en fait l'évolution de leur quartier. Donc ça c'est une approche, mais il faut une volonté politique et une volonté, je dirais même républicaine sur le sujet. Bon. Il y a d'autres sujets qui sont des sujets liés à une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire que évidemment, il faut construire des logements sociaux, il faut que ces logements sociaux soient corrects, et donc il faut qu'ils soient liés, qui répondent à des critères de développement durable. Même si on est le plus grand magicien, ces critères de développement durable ont plutôt tendance à rendre les logements sociaux plus chers. Donc, évidemment, se pose un problème économique, étant plus cher. C'est pas très facile à réaliser. Donc là aussi, il y a des stratégies que l'on peut imaginer qui consisteraient à redécouvrir, relire, je dirais réinterpréter l'industrialisation des années 70. C'est-à-dire comment arriver à construire non pas en paquet, comme ça a été le cas au moment de la reconstruction et au moment des années 70, où à ce moment-là, tout le monde était quand même assez fier. Enfin, ça faisait la première page des journaux, les 3000 logements par jour ou par semaine qui sortaient en France. Bien. Donc, comment arriver, non pas à construire en paquet, mais à construire en masse, et donc, d'une certaine façon, en réseau, de façon à ce que les entreprises, pour être très clair, aient des milliers de logements en commande d'un coup, qu'elles ne vont pas réaliser sur un territoire unique, mais qu'elles vont pouvoir, par un phénomène d'échange entre les communes, ou tout au moins de forme de mutualisation, pouvoir intervenir en faisant 50 ici, 80 là, 60 là, etc. Et ça, évidemment, ça permet d'avoir des coûts de construction qui sont plus économiques. Mais il faut qu'il y ait débat. Ce ne sont pas les architectes. Les architectes peuvent proposer. Ils peuvent montrer éventuellement ce que cela peut représenter, non seulement en termes de logement eux-mêmes, mais aussi en termes de contextualisation de ces différentes opérations. Mais il faut qu'il y ait là débat politique, engagement politique et même engagement économique de la nation sur ce type de sujet, vu les dimensions, vu le retard, vu la carence. Donc voilà, ce sont des débats qui peut-être auront lieu dans les prochaines semaines. D'Arcagnan, ancien maître d'ouvrage, aménageur. À vous entendre depuis ce matin, on a l'impression qu'il n'y a que des ouvrages exceptionnels qui sont métamorphosés. Moi, je m'étonne parce que, effectivement, ça fait à peu près une trentaine d'années qu'on intervient sur tous les domaines des logements du bureau, que beaucoup de promoteurs ont même acheté des bâtiments anciens du XVIIe, XVIIIe siècle pour faire des bâtiments privés ou des bâtiments de logements sociaux.
Donc ce que je voudrais rappeler, c'est que ce qu'on a vu aujourd'hui n'est pas exceptionnel. Et ce n'est pas depuis quelques années que ça se fait depuis 30 ans. Alors ça se fait peut-être plus ou moins bien, mais ça se fait d'une manière assez générale. Alors on peut critiquer peut-être la manière dans certains cas dont ça s'est fait, mais ça s'est fait aussi par des architectes qui étaient chargés soit de réhabilitation strictement thermique, comme on disait à l'époque, soit d'autres choses. Un deuxième sujet que je voudrais évoquer, c'est je ne connais pas du tout le sujet de Rueil, mais on a l'impression, quand on parle des architectes, qu'on parle que des architectes maîtres d'œuvre chargés de faire une opération. Je crois savoir qu'il y a des architectes qui s'occupent de faire des postes, il y a des élus dans les mairies. Aujourd'hui, on réétablit les PLU. Donc quand on doit intervenir sur une opération, j'imagine que des tas de gens sont déjà au courant, au niveau de la ville, au niveau de l'aménageur, au niveau du maître d'ouvrage et au niveau de l'architecte. Donc il appartient à l'architecte, s'il a un certain talent, s'il pense qu'effectivement une métamorphose peut intervenir plutôt qu'une construction neuve, il peut organiser le dialogue avec son maître d'ouvrage, remonter à la mairie et finalement obtenir gain de cause. Donc il faut effectivement une certaine action, un certain courage pour faire son travail comme on estime le faire. On peut aussi, si on n'est pas d'accord, ne pas le faire, quitte à laisser la place à un autre. Ce que je voulais dire aussi, ce qu'on a vu il y a 8-10 jours, on a vu toute une journée sur Michel Desvignes qui parlait de son prix d'urbanisme en tant que paysage. Il a traité, j'ai entendu ce matin qu'on disait les champs... les champs, on faisait des constructions neuves. Aujourd'hui, je crois que même en terrain nu, même en terrain existant, un bâti existant, on est obligé de tenir compte du moindre rue, du moindre élément. Donc tout architecte, et à la limite qui se respecte, doit analyser une situation telle qu'on lui propose et essayer de faire mieux après qu'avant. Oui, ça m'a fait penser une chose, c'est que l'énoncé de la discussion, enfin de la rencontre d'aujourd'hui, implique que transformation remplace table rase. Il y a cet implicite auquel faisait allusion d'ailleurs Jacques Herzog, puisqu'il dit « mais attention, je ne suis pas contre nécessairement la table rase ». Enfin, il a bien senti que transformation, c'était versus table rase. Il a même mis comme une condition d'accepter, à condition qu'on puisse quand même encore détruire. Oui, voilà. Il est très clair là-dessus. Hein. Donc, il me semble que derrière cette idée-là, comme ça, de la transformation, il y a deux a priori, enfin, que transformation s'oppose à table rase et que transformation s'impose. Là, c'est plus s'oppose, c'est s'impose, hein, la fameuse nécessité évoquée tout à l'heure, parce qu'il faut cesser de gâcher, consommer, etc. C'est-à-dire que là, la deuxième opposition, c'est contre le jetable, le disposable. Hein, c'est-à-dire cette idée, ce modèle du jetable. Mais je tiens à rappeler que le modèle du jetable a été, dans les années 60, une idée de liberté, hein, très forte. C'est une idée fondamentale, par exemple, dans l'art des années 60. Alors, effectivement, nous sommes là, aujourd'hui, dans un tournant où cette notion n'est plus... Enfin, est vraiment, pour des raisons écologiques fondamentales, des raisons politiques... et éthiques. Oui, éthique si on veut, n'est plus tenable. Mais de la même façon que la table rase, et je ne vais pas maintenant me faire l'apologiste de la table rase, parce qu'il est trop tard, mais de la même façon que la table rase présentait certains intérêts, l'idée du jetable correspondait aussi à certaines choses, notamment un refus du monumental. C'est-à-dire que le jetable, c'est dans les années 60 l'anti-monumental. Et il y a là une dialectique, d'ailleurs, on peut dire vraiment, qui s'était mise en place dans les années 60, qui reste tout à fait intéressante sur un plan historique. Mais c'est vrai que je suis très historien. Hein, tu fais allusion là notamment aux gonflables et autres, cette architecture Haus-Rückerco et compagnie. Hein. Non, c'est pour expliquer à quoi tu fais allusion. Tu ne parles pas. Ce qu'Yves a parlé ce matin des grands ensembles en disant que justement beaucoup n'étaient pas faits pour durer. Mais non. C'est dans une autre logique, ça, voilà. On peut dire de transition ou voire d'éphémère. Et que là, tu parles de jetable égale gonflable. Oui, alors, enfin bon, c'est compliqué parce que
il ne s'agit pas, il ne faut pas confondre jetable et vite fait, mal fait. Voilà. Jetable, ça ne veut pas dire nécessairement vite fait, bien que vite fait, mal fait, ça a pu être une notion d'ailleurs assez subversive comme ça, par rapport à l'idée du monument, de l'œuvre éternelle, etc., qui impose ses valeurs, hein, on revient à ça. Évidemment, toutes ces notions de jetable, de périssable, de vite fait, mal fait, etc., peuvent avoir une fonction de libération. C'est évident, enfin, je veux dire, et c'est à cela aussi que fait allusion Jacques Herzog. Il est très soucieux de ça, c'est pour ça qu'il n'aime pas le mot éthique, qu'il n'aime pas tout ça. Comme moi, d'ailleurs, on est de ce point de vue-là, c'est pas pour rien qu'on est assez proches. C'est parce qu'il y a un certain nombre de choses dont on se méfie. Je me méfie du mot valeur, je me méfie du mot éthique, etc. Pour des raisons, en ce qui me concerne, aussi très politiques. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on dit transformation, c'est pas parce qu'on dit nécessité qu'il faut oublier ce qui peut y avoir d'intéressant de l'autre côté, du côté de ces positions idéologiques qui sont certes, qui nous apparaissent certes aujourd'hui intenables, mais qui ont eu une fonction forte et qui ont pu générer en plus des choses intéressantes et qui pourront peut-être encore générer des choses intéressantes à l'intérieur d'un nouveau contexte idéologique. Un nouveau contexte idéologique qui, d'ailleurs, ne devrait pas devenir une espèce de norme de bien-pensance, hein, parce que ça n'a jamais été très bon pour l'art. C'est clair. Non, mais, quand on n'était pas dans une logique d'opposition, c'est vrai qu'on l'a fait un peu comme ça pour dire, mais parce que, et d'ailleurs Anne Lacaton l'a dit ce matin en mettant en cause justement la politique en rue, justement d'une démolition un peu sans grande réflexion, c'est-à-dire y a-t-il pas une autre solution? Voilà, c'est ça qu'elle dénonçait ce matin, et elle le prouve. Nous voulions dire que précisément il fallait peut-être se poser plus de questions, qu'il y avait un diagnostic, ça a été dit, plus d'attention. Ce qui m'a frappé dans les discours et les interventions de plusieurs, vous avez parlé de être moins méchant, Renzo Piano. Jacques a parlé il faut aimer les bâtiments, et toi tu as parlé aussi, là aussi, de tendresse. Donc on sent aussi que il y a quelque chose là aussi dans un discours qui change par rapport à ça, par rapport à une apparente dureté de ces années 60-70, non? Hier, je lisais un texte d'un psychanalyste qui parlait de la douceur dans les pratiques sadomaso. Monsieur, et Michel Leroy après. Bonsoir, Pierre Masselin, Agenda 21 pour l'Essonne. Et poursuivant l'intervention d'un aménageur précédent, je voudrais souligner, par exemple, l'intelligence justement dans la conduite des projets. Sur le plateau de Saclay, des fouilles préventives ont mis à jour des villas gallo-romaines. Donc, c'est un peu une surprise qui modifie un petit peu le plan d'implantation et d'extension de la maison de l'ingénieur, par exemple. Et ne pourrait-on pas, dans ces conditions-là, au lieu de faire les relevés préalables, les photographies, etc., puis passer un coup de bulldozer et construire, simplement en signalant qu'ici, il y avait une villa romaine, est-ce qu'on ne pourrait pas modifier les plans et autres choses pour réaliser quelque chose comme il a été réalisé en Allemagne sous le parvis de la cathédrale de Cologne, ou à Paris, devant la cathédrale Notre-Dame, où l'on voit Lutèce, c'est pas gratuit ce que je dis, parce que c'est pour valoriser le territoire. Et ainsi dire, avant le XXIe siècle, il y avait des gens qui pensaient aussi, vous êtes dans un lieu d'exception, etc., etc. Donc, pour valoriser le territoire. Donc, en isolant ces pièces, de façon qu'on puisse sans gêner le bâti officiant, qu'on puisse montrer cela aux touristes, etc. Parce que les plus beaux villages de France ne sont pas l'œuvre d'un architecte génial à un instant T. C'est simplement la conjugaison des contraintes et des besoins, et tout au long des siècles, qui ont fait qu'on est arrivé à une architecture, la rue par exemple, et puis bien d'autres villages, ont une facture exceptionnelle. Donc voilà, je pose la question, ne pourrait-on pas gérer, comme a dit ce monsieur, avec intelligence, avec une concertation, avec les élus, etc., et les puissances gérantes du patrimoine. Merci. Je trouve que c'est enfin une bonne nouvelle. Il y a quelque chose sur le plateau de Saclay. C'est formidable.
mais c'est pas de l'humour, parce que c'est quand même un endroit assez... Enfin, c'est un peu une fausse bonne idée, non? Donc, s'il y a quelques traces, réjouissons-nous. Michel Marot, puis... Oui, j'ai vécu les années 50. Je commençais. Et réellement, on était un pauvre gars si on respectait quelque chose. Donc il fallait démolir. Et j'ai jeté, moi aussi, j'ai jeté. Et j'étais content de venir à cette logique de la transformation, parce que, enfin, c'est le balancier dans l'autre sens qui me fait plaisir. Donc je me suis beaucoup occupé de restauration, de secteur sauvegardé, et j'avais des amis, des copains, des types formidables qui me disaient « mais ça doit être démoli ». Tu penses qu'on va construire en 20 ans plus qu'en 2000 ans? Ça m'avait choqué. J'ai un copain, un type de talent qui m'a dit ça. Mais il fallait démolir. Nous, on va faire mieux que nos pères, nos grands-pères, vous allez voir. Mireille Gruber. Il y a sur le plateau de Saclay 60 bâtiments agricoles et propriétés agricoles de très grande qualité qui ont fait l'objet d'analyses, notamment d'un élève de l'école de Chaillot, devenu architecte urbaniste de l'État, et qui a, avec cette étude, retenu l'attention des élus, et il a fait des conférences là-dessus. Et c'est quelque chose, je ne vois pas pourquoi on se priverait de ça dans l'OIN du plateau de Saclay, à la fois sur le plan architectural, sur le plan du maintien de l'agriculture et de la transformation et de la mutation que ces bâtiments devraient pouvoir opérer dans le cadre de l'opération d'intérêt national. Ah oui, moi je suis plus que d'accord, parce que je témoigne, on travaille actuellement sur le projet pour Centrale. Bon, c'est le fait qu'il y ait des aspérités sur lesquelles on pourrait s'accrocher, on en rêve, quoi. Voilà. 60 fermes. On en demande, enfin voilà. Donc... Je voulais rebondir sur discrimination positive. Si j'ai bien compris cela, je suis tout à fait pour. D'ailleurs, j'ai un éclairage de maîtrise d'ouvrage récente. J'ai acheté une maison construite dans les années 50, exactement dans l'année de ma naissance. Et il y a beaucoup de travail à faire. Ce que je voudrais dire, c'est plutôt l'inverse, c'est la notion d'acharnement thérapeutique. Et je voudrais prendre comme exemple le bâtiment dans lequel on se trouve, qui pour moi a des grandes qualités urbaines, puisqu'il définit un grand vide dans la ville, très monumental du reste. Mais en termes de bâtiment, c'est un bâtiment qui a été construit pour être temporaire, assez mal conçu. Et je ne sais pas si c'est la faute de programmation, la faute du projet, la faute de l'attente d'une transformation antérieure, mais je trouve qu'il fonctionne très mal dans l'usage dans lequel il se trouve actuellement. Il est fait de longs couloirs mal éclairés naturellement, et j'aimerais bien poser la question à mon voisin, que je crois est chef de l'établissement, ce qu'il en pense de cela. Oh, la réponse, c'est vrai que c'est un bâtiment qui n'est pas commode, mais on voit aujourd'hui qu'il a... On en déduit que le bâtiment est à Versailles, parce qu'on ne vous voit pas dans le fond. Hein. Ah oui. Non, mais on voit très bien qu'aujourd'hui, ce bâtiment répond à sa fonction. Il a un caractère un peu iconique. C'est un mot qu'aime beaucoup Francis, d'ailleurs. Mais c'est vrai que ce bâtiment, tout le monde le connaît, et il incarne tout de même un peu l'histoire de l'architecture. Avec en plus sa double construction. Il a été construit en partie à la fin du 19e siècle. Il a été complètement revu par Carlu dans les années 30. Et quand on a, avec l'équipe, repensé son fonctionnement pour y établir un cité d'architecture et du patrimoine, on a beaucoup joué là-dessus. Alors certes, il y a des désagréments, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Et je crois qu'il faut savoir tirer le meilleur profit des avantages et minimiser les inconvénients. C'est un peu la démonstration qu'on a eue toute la journée, je crois. Merci François. Monsieur, à la tribune, c'est vrai. Alors, je ne suis pas architecte, mais je suis un petit peu voyageur. Et notamment, je connais un peu les États-Unis. Ce qui est frappant quand on sillonne les routes et
jeter, exactement. Friche industrielle, friche d'habitation, friche commerciale. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que c'est pour des raisons libérales, idéologiques? Est-ce que c'est pour des calculs économiques? Est-ce que c'est pour des raisons culturelles? Voilà, l'abondance des friches. Si j'avais su que vous me posiez la question, je vous aurais apporté des quantités de textes qui établissent que les États-Unis, le pays, la nation, la culture nationale, s'est établie sur un certain nombre d'idées, dont l'accès à un espace inépuisable. La wilderness, hein, le vide, le fameux vide, c'est-à-dire le vide au sens d'espace sauvage non habité. C'est-à-dire le pays s'est créé sur cette confiance dans un espace disponible, indéfiniment disponible. Et jeter, c'était la preuve que l'espace, justement, qu'il y avait une réserve, qu'il y avait de la réserve. C'était ça renforçait cette confiance, cette idée. Vous voyez? Et ça continue. Parce que c'est fondamental, c'est inscrit fondamentalement dans la culture de ce pays. C'est pourquoi c'est un pays dangereux. Sur le plan de l'équilibre écologique au XXIe siècle. Parce qu'il va falloir qu'ils se défassent de cette idée. Et c'est difficile, parce que c'est inscrit dans leur culture. Comme nous, dans notre culture, comme Willy Maas le disait, il y a un certain nombre de choses inscrites, l'idée comme ça de la pérennité des choses, etc., est sans doute trop forte dans notre culture. Chaque culture a ses forces et ses faiblesses, comme vous le savez. Bon, ce rapport à l'espace américain, là, des États-Unis, c'est pas l'Amérique des États-Unis, bon, est d'une certaine façon une force et une faiblesse, et c'est un problème. Donc ça continue. Et c'est de toute façon. Et l'idéologie comme ça, disons libérale, elle ne fait que. Enfin, elle vient se greffer là-dessus, sur cette idée. Mais là, je vous assure que c'est une idée fondamentale dans la culture nationale. Je pourrais vous. Enfin, il y a des quantités de textes qui le prouvent. Mais il n'y a aucune restriction par la loi? Non. Aucune restriction à l'abandon? Enfin, oui, mais très peu. Enfin, très peu. Je ne vois plus de bras se lever. Alors si, peut-être, non. Si, monsieur. Non, c'était juste une petite remarque à propos de la tabula rasa. Est-ce qu'en fait, on n'a pas été un peu poussé dans cette solution par les bombardements des deux guerres? Vous ne pensez pas que ça a un petit peu quelque chose à voir et que cet aspect un peu de la brutalité et de refaire quelque chose à partir du vide, on y a été un peu poussé d'une façon générale. Et pour revenir aux États-Unis, j'ai rencontré il y a quelques années le fils de Neutra, qui se lamentait que d'une des maisons construites par son père, une icône avait été rachetée par un gars qui avait décidé de dire bah, on passe le bulle et puis c'est terminé, quoi. On ne va pas s'embêter avec ça. Et c'est vrai que pour nous, c'est quelque chose d'effrayant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est plus humain? Est-ce qu'on est plus intelligent? Est-ce qu'on est plus timoré? Est-ce qu'on est plus charentais? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que je trouverais ça épouvantable. Tout ça. Mais moi, je voudrais juste rappeler quelque chose dont on ne parle plus, parce que justement, on risque d'être entré dans une nouvelle idéologie, un nouveau dogme comme ça, de la transformation systématique, etc. Alors, on risque d'oublier un certain nombre de choses attachées à la tabula rasa. Et donc, je tiens à rappeler que la tabula rasa n'a pas commencé après la Seconde Guerre mondiale et que les destructions de la Première Guerre mondiale ne concernaient qu'une partie de la France. Hein. Bon, quand même, c'est relativement limité par rapport aux destructions de la Seconde Guerre mondiale. Bon. Alors, ce qui est fondamental, à l'arrière-plan de la tabula rasa, il y a une idée fondamentale, qui est une idée qui ne concerne pas l'architecture, là encore. Il faut cesser de penser que tout passe par l'architecture. Il y a beaucoup de choses qui concernent l'architecture, mais qui ne viennent pas de l'architecture, qui viennent d'autres disciplines, par exemple le théâtre. On a parlé de théâtralité. Le théâtre, c'est fondamental dans l'histoire de l'architecture. La tabula rasa, ça vient de l'idée de désencombrement que vous avez dans les textes de théorie de l'architecture du début du siècle, notamment comment il s'appelle, j'ai un trou, le grand architecte belge, moderniste belge, bien avant. Van de Velde, voilà, merci.
Je fais un trou. Donc l'idée de désencombrement. L'idée de désencombrement, c'est une idée qui est présente dans les arts plastiques et surtout dans le théâtre. Il s'agit de dégager la scène. La scène est encombrée. Elle est tellement encombrée avec tous ces accessoires, tous ces machins, ces décors, ces trucs, que les corps ne peuvent pas bouger. Il faut vider la scène pour que les corps bougent. C'est formidable, non? On ne pourra pas dire que c'est pas bien, ça. C'est-à-dire que fondamentalement, la tabula rasa, c'est une idée qui vise à une liberté de mouvement. Il s'agit de vider l'espace de tout ce qui l'encombre. Le décorum bourgeois, par exemple. C'est pourquoi la tabula rasa a pu devenir aussi une idéologie révolutionnaire, etc., très progressiste, parce qu'elle s'opposait à ces intérieurs surchargés, etc., étouffants, qui étaient ceux de l'éclectisme de la fin du 19e. C'est ça, hein, le désencombrement, vider l'espace, et encore une fois, toujours se souvenir de l'importance du théâtre. Parce que c'est ce qui revient ensuite tout le temps, cette dimension du théâtre dans la ville, etc. Toute intervention dans la ville et architecturale présente un caractère théâtral. Pour moi, la métropole, c'est un espace théâtral. La métropole. C'est un hyper-théâtre, la métropole. La métropole Maroc, c'est un théâtre, la métropole haussmannienne aussi. C'est du théâtre. Très bien, alors on va peut-être baisser le rideau sur cette... Dominique, tu voulais peut-être rebondir? Non, pas rebondir, mais je voudrais dire quelques mots, puisque c'est quand même notre dernière séance, avant de laisser la parole à Philippe Bellaval. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que cette idée de la logique de transformation, il faut la rapporter à Métropolis, c'est-à-dire l'idée de la transformation de la ville historique en métropole. Et c'est ce qui nous intéressait dans cette notion de transformation, et je crois que ça a été assez bien illustré par les différents projets et interventions. C'est que ça, bien sûr, on a parlé d'architecture, mais quand on analyse et qu'on regarde ce qui a été dit et fait, on voit bien que tout cela n'a pu l'être que parce qu'il y a un autre type de relations qui se sont développées entre les maîtres d'ouvrage, entre les aménageurs, entre les politiques, entre les territoires, et aussi évidemment entre les gens qui sont liés à ces projets de près ou de loin. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est important, qui n'est certainement pas suffisant pour transformer définitivement la ville en une métropole suffisamment urbaine pour qu'elle nous renvoie au bonheur de notre culture précédente, si on peut le dire ainsi. Toujours est-il qu'elle est en route. Je voulais ensuite remercier d'une part l'Institut français, ça s'appelle l'Institut français aujourd'hui, qui s'appelait Culture France avant, avec qui on a réalisé le pavillon de Venise et également le ministère de la Culture, parce que c'est quand même une histoire un peu inédite, car ce pavillon a été réalisé il y a presque 2 ans maintenant. Ensuite, nous avons pu, au-delà du pavillon, publier un numéro spécial d'architecture d'aujourd'hui. Et grâce à SCT de l'architecture et en particulier évidemment à Francis Rambert, nous avons pendant 1 an développé sur l'ensemble du territoire, en commençant ici à Paris sur la question théorique du vide, puis en allant dans les différentes métropoles, Nantes, Bordeaux, Marseille et Lyon, pour être ce soir évidemment de retour ici. On a donc prolongé d'1 an notre mission, et je dois dire que c'est voilà, ça me rend particulièrement heureux et assez optimiste, je dois l'avouer, sur notre capacité à nous transformer. Merci à tous.